Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors, ma formation initiale est une formation d'école de commerce. Je suis diplômé d'HEC et au sortir de l'école, je suis devenu consultant en finance, et j'ai exercé ce métier pendant plusieurs années. Et rapidement, je me suis aperçu qu'il fallait développer des compétences pour essayer d'émerger du lot. Et je me suis inscrit à l'université en sciences économiques. J'ai passé un doctorat de 3e cycle de sciences économiques, puis un doctorat d'état de sciences de gestion. Et j'ai ainsi été conduit à passer le concours d'agrégation, poussé en quelque sorte par mes petits camarades qui étaient comme moi en doctorat. J'ai été agrégé donc en sciences de gestion. J'ai choisi, parce que c'est le privilège du major qui choisit son université, j'ai choisi l'université de Nancy parce que je pensais, et je ne regrette pas, qu'il fallait aller dans une capitale universitaire de taille relativement importante, ayant un rayonnement local et national non négligeable. C'était le cas de Nancy, c'est toujours le cas de Nancy, et j'ai donc exercé mes premières années de professeur à l'université de Nancy. Par la suite, l'université de Paris 1 a eu la bonne idée d'accepter ma demande de mutation, et je suis donc arrivé ici à Paris 1, où j'ai enseigné la finance. J'ai rapidement pris la direction du magistère de finance qui avait été créé par mon collègue, le professeur Goffin, et j'ai créé un nouveau master, le master d'ingénierie financière, dont la première promotion a été diplômée en 1994. Donc vous voyez, ça fait un certain nombre d'années. Par la suite, j'ai exercé mon métier de professeur, c'est-à-dire d'enseignant-chercheur, une activité d'enseignement, de direction de diplôme et d'écriture, aussi bien d'articles de recherche que d'ouvrages. Et puis, peu à peu, l'âge venant, j'ai pris des directions au sein de mon établissement, et c'est ainsi que je suis arrivé depuis quelques années à la direction de l'UFR, qui s'appelle donc l'École de management de la Sorbonne. Alors, une des grandes caractéristiques de Paris 1, c'est la diversité. Il y a des disciplines très nombreuses et très diverses qui y sont enseignées, ce qui fait qu'aucune UFR n'est comme les autres. Alors, pour ce qui est de l'UFR de sciences de gestion, c'est-à-dire l'école de management de la Sorbonne, le point essentiel, c'est une professionnalisation de l'ensemble des diplômes. On a comme souci, et c'est bien normal, de procurer à nos étudiants une formation leur permettant de faire une carrière réussie et, si possible, puisque bien souvent le benchmark est familial, une carrière qui soit plus réussie que celle que leurs parents ont connue. J'ai la prétention de penser qu'on y arrive et que, grâce à nos interventions, ce qu'on appelle l'ascenseur social fonctionne et que les enfants ont des carrières bien préférables à celles de leurs parents. Et donc, on doit leur fournir les outils, les méthodes, les concepts leur permettant d'acquérir ces métiers. Professionnalisation, mais qui n'exclut pas non plus le travail académique classique, le travail d'écriture, je dirais, écriture des articles de recherche relativement fondamentales et des articles plus appliqués ainsi que des manuels. Ça ne l'exclut pas parce que la carrière des enseignants-chercheurs s'appuie principalement sur leurs écrits, sur leurs publications. Et puis troisième, donc ça c'est vrai pour toutes les UFR, hein, et troisième caractéristique qui est propre à nouveau à l'école de management de la Sorbonne, c'est la situation concurrentielle dans laquelle on se trouve. Nous n'avons pas, malheureusement, le monopole de la délivrance des diplômes de sciences de gestion. De nombreux autres établissements le font, que ce soit des universités françaises, étrangères ou des écoles de commerce. Et donc, nous sommes en concurrence aussi bien sur le recrutement de nos étudiants, sur le placement en quelque sorte de nos étudiants auprès des entreprises, et il ne faut pas l'oublier non plus en matière de recrutement de nos collègues qui peuvent très bien avoir la mauvaise idée d'aller dans des établissements concurrents.
Oui, bien sûr. Alors, l'EMS, c'est 3200 étudiants, auxquels il faut adjoindre 250 étudiants doctorants qui relèvent donc de notre école doctorale qui a été fondée en 2010 et que l'on a créée conjointement avec l'École supérieure de commerce de Paris, qui s'appelle aujourd'hui ESCP Business School. On a des liens assez nombreux avec ESCP Business School. Et cette école doctorale est la plus grande école doctorale en sciences de gestion de France. Donc au total, 3450 étudiants, 2000 en licence, 1200 en master et 250 en doctorat. Le corps professoral permanent compte 60 collègues. La structure administrative, 20 personnes. Et les anciens étudiants, les alumni, on diplôme chaque année 600 étudiants de master. Et donc, sur 30-35 années, cela nous fait à peu près 20 000 anciens étudiants qui sont sur le marché du travail. Alors effectivement, vous avez raison, l'enseignement et le marché du travail ont connu depuis les années 90 des révolutions importantes qui sont engendrées par l'ensemble des révolutions numériques. Les métiers évoluent très vite et on ne sait pas très bien comment les métiers évolueront d'ici 10, 15 ou 20 ans. Ce qui veut dire que pour un particulier, pour un agent économique, il faut qu'il s'attende à devoir changer de métier ou tout au moins à connaître des évolutions très fortes dans son activité. Donc sa période de formation initiale, les 5 ou 6 ans qu'il passe sur les bancs de l'université, va lui mettre le pied à l'étrier, lui permettre d'exercer une première activité, mais par la suite, il devra continuer à se former pour exercer de nouveaux métiers. Alors, continuer à se former, ça peut vouloir dire, cela dit, s'inscrire dans des établissements d'enseignement supérieur, à nouveau, mais surtout, je pense que c'est changer d'état d'esprit. Il faut que nos anciens étudiants soient persuadés que l'élément important, c'est d'apprendre à apprendre. C'est de continuer à apprendre quasiment tous les jours de son existence, et pour cela, de se mettre dans des situations, de se placer dans des situations qui sont un tout petit peu inconfortables, à savoir d'accepter des missions et des tâches qui ne sont pas celles qu'ils maîtrisent absolument et parfaitement. Et de la sorte, ils sont obligés de découvrir, de résoudre des problèmes qui sont nouveaux pour lui et d'apprendre. Et ce qui est très important, me semble-t-il, c'est que un agent économique fasse progresser de façon permanente son capital intellectuel et son capital de connaissances. Qu'au quotidien, j'exagère un peu, mais enfin, que de façon très régulière, il puisse dire, eh bien, au terme de cette mission, j'ai appris ceci, cela. Et de la sorte, j'ai accru ma capacité à trouver de nouveaux emplois et en un mot, mon employabilité. Et donc c'est ce changement d'état d'esprit qui me paraît très, très important. Comment est-ce qu'on le confère aux étudiants? Eh bien, principalement en ne les prenant pas trop par la main. On les prend par la main en début de licence et on leur donne des lignes directrices, des guidelines qui sont relativement précises. Et puis par la suite, eh bien, c'est-à-dire en fin de licence et surtout en master, on a beaucoup plus tendance à leur donner des ressources bibliographiques, à leur indiquer où se trouvent les connaissances et les réponses, et à les laisser construire eux-mêmes leur propre apprentissage, pour qu'ils aient une autonomie plus grande face à la matière enseignée. Et on espère que de la sorte, ils sauront mieux se débrouiller dans un monde du travail qui est en mutation permanente. On a été mis face au confinement et comme tous les autres établissements d'enseignement supérieur, on a été confronté à ce confinement. Et donc on a développé à grande échelle ce qu'on pratiquait à petite échelle, à savoir l'enseignement à distance.
Les conclusions que l'on peut en tirer, et je pense qu'elles sont assez générales dans le monde de l'enseignement supérieur, c'est d'une part une grande opérationnalité de cet enseignement à distance qui permet d'effacer les distances et de réunir dans une salle de classe virtuelle des étudiants qui sont à Marseille et à Lille. Et ce, avec des moyens dont les coûts sont tout à fait maîtrisables et ne sont pas exorbitants. Et donc, il y a une très grande commodité, et on peut utiliser le mot progrès, il y a un progrès notable dans l'utilisation de ces techniques d'enseignement à distance. Maintenant, leur pratique massive a mis en relief quelques limites. Alors, on pourrait, me semble-t-il, les résumer autour de deux mots. D'une part, l'implication des différents acteurs de l'enseignement. L'enseignement est intermédié par un appareillage technique et cet appareillage technique induit une implication plus faible. Implication plus faible peut-être de l'enseignant, mais assurément de l'étudiant qui écoute peut-être d'une oreille un peu plus distraite et qui hésite à prendre la parole et à poser des questions. Ce qui fait que la distance de l'étudiant à la chose enseignée est plus grande et la prise de possession des méthodes, concepts, techniques qui sont exposés est sans doute un peu plus maladroite et un peu plus lente. Ceci vaut pour les étudiants les jeunes étudiants de licence, c'est-à-dire en L1 et en L2, mais en revanche s'estompe en master où les étudiants savent exactement ce qu'ils viennent chercher et pourquoi est-ce qu'ils sont là. Donc l'efficacité en master est sans doute à peu près raisonnable, moins grande en licence. Deuxième mot qui est important dans l'analyse de ces enseignements à distance, et qui est proche d'ailleurs de celui de l'implication, c'est celui de la rupture du lien social. On ne peut pas vivre enfermé dans son propre domicile. Les êtres humains sont des animaux sociaux et à rester trop longtemps chez soi, eh bien, on perd des repères essentiels et on perd sa sociabilité. Et c'est peu souhaitable, même très peu souhaitable, surtout pour les jeunes gens, pour les jeunes étudiants. L'EMS, comme on l'a dit tout à l'heure, est un établissement d'enseignement qui est en concurrence avec d'autres établissements d'enseignement. Et le cycle des études comprend deux phases, la phase de licence et la phase de master, avec une rupture. L'entrée en master donnant lieu à des choix de la part de l'étudiant. Il nous semble important que les étudiants aient le plus grand choix possible en matière de master et qu'ils puissent nous choisir nous-mêmes, bien sûr, mais aussi choisir les masters des universités françaises ou étrangères, ainsi que les masters des écoles de commerce. Chaque année, un assez grand nombre d'étudiants nous quittent pour rentrer directement en master 1 d'école de commerce, c'est-à-dire ce qui correspond à la deuxième année des études en école de commerce. On souhaite que cette possibilité d'évolution des étudiants augmente, s'accroisse, et qu'ils aient un choix accru à la fin de la licence. Donc on va mettre l'accent, et on est en train de mettre l'accent sur la licence, ce qui permettra donc aux étudiants de choisir, et ce qui permettra aussi à nos directeurs de diplôme de master d'avoir un vivier potentiel de grande qualité, qui sont les étudiants de licence qui choisiront de rester chez nous. En outre, cette stratégie aura pour effet de mettre les responsables de master en concurrence avec les masters des autres établissements, et on pense que cette concurrence constitue un stimulus relativement souhaitable au sein de notre EMS.
C'est difficile de répondre à cette question, mais je dirais que la raison essentielle, c'est la qualité de l'enseignement professionnalisant que l'on délivre aux étudiants. Je suis persuadé, et c'est une immodestie qui est très sincère, je suis persuadé que la totalité ou la quasi-totalité de nos collègues délivrent des cours de très grande qualité et qu'il n'y a pas grand-chose à y redire. Ces cours, aujourd'hui, sont professionnalisants, sont tournés vers les entreprises, on est en contact avec les entreprises, on les écoute, on essaye de mettre en place des enseignements qui conduisent à des métiers relativement intéressants, et je pense que c'est la raison essentielle pour lesquelles un étudiant pourrait s'inscrire ici à l'EMS. Et puis enfin, il y a une autre raison qui a son poids, hein, qui a son importance, qui est que en venant ici, eh bien, vous aurez cours dans cet amphithéâtre qu'est l'amphithéâtre de sciences de gestion, et vous pouvez voir au travers de la caméra que le lieu est extraordinaire et qu'on ne s'en lasse pas. Et donc, les étudiants sont au cœur du quartier latin, en plein 5e arrondissement, dans un lieu chargé d'histoire et relativement extraordinaire. Ils sont contents de rentrer dans nos murs, et quand ils en sortent, ils sont aussi contents parce qu'ils sont au quartier latin. Et je ne suis pas sûr que tous les établissements d'enseignement supérieur puissent appliquer une telle formule. Je dirais 3 mots qui caractérisent ce que je souhaiterais que soit l'action de l'EMS, et j'aurai recours à une citation de Danton, donc qui nous plonge plusieurs siècles en arrière, et je vous répondrai de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace.